Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée COP27 pour le climat, quel bilan pour l'Afrique ? On le sait, on l'a dit et répété, le continent africain n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre et pourtant elle paye déjà un lourd tribut en termes de dérèglement climatique. C'est ce qu'on a pu observer notamment l'année dernière dans le Grand Sud de Madagascar avec la sécheresse meurtrière et plus récemment au Nigeria, à l'ouest du continent, avec ces inondations dévastatrices qui ont fait plus de 600 morts et plus d'1,5 million de déplacés selon les Nations Unies. Autant dire que les attentes et les exigences des pays du Sud lors de cette COP27 étaient nombreuses. Et c'est justement ce sur quoi nous allons revenir tout au long de cet échange avec nos invités du jour. J'ai le plaisir et la chance d'accueillir aujourd'hui un panel d'experts composé de Monsieur Nwongo, qui est conseiller en charge de la réforme de l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi avec Monsieur Gramenos Mastrogeni, qui est le secrétaire général délégué de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Nous sommes avec Monsieur Adnan Ben Alima, qui représente le groupe Huawei comme vice-président en charge des relations publiques de Huawei Nordem Africa, notre partenaire du jour. Et nous avons également le plaisir d'être avec Adama Mariko, qui est le secrétaire général du FIX, le Fonds Finance en commun. Alors, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet en partant pour la République démocratique du Congo, où nous allons rejoindre Monsieur Nwongo. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui, au lendemain de cette COP27 pour le climat. Alors, j'imagine qu'un grand pays comme le Congo, qui abrite la forêt, ce deuxième poumon de la planète, est arrivé avec la COP, avec un certain nombre d'exigences, puisque votre pays est bien sûr touché également par les dérèglements climatiques. Et certes, selon un certain nombre d'experts, la forêt serait grignotée chaque année un peu plus. Alors, Monsieur Nwongo, quelles étaient vos attentes de cette COP27 pour le climat ? Oui, merci Madame pour la question. Et l'une de nos attentes vraiment la plus importante lors de cette 27e conférence sur le climat était que les pays les plus industrialisés puissent assumer leur part des responsabilités dans le changement climatique et qu'ils s'engagent, entre autres, à verser des compensations aux populations qui doivent changer leur mode de vie en assurant des activités alternatives qui permettent à ces populations de préserver la forêt. Pour ce moment, ces populations congolaises sont souvent montrées du doigt, mais ces populations congolaises ne sont pas accompagnées. Donc, pour nous, vraiment, l'une de nos attentes, était que les pays les plus industrialisés puissent vraiment prendre leurs responsabilités, ils puissent vraiment verser une part de compensation par rapport à la préservation des forêts, par rapport aux activités alternatives pour que ces populations ne puissent plus continuer à exploiter abusivement les forêts. Alors justement, peut-être que vous aviez... Quels étaient vos objectifs précis ? Parce qu'on a bien compris que le nerf de la guerre, c'était au niveau du financement de cette transition. Mais en tant qu'État, le Congo, concrètement, pour les forêts, est-ce que vous aviez des objectifs précis ? Des priorités ? Nous avons des objectifs précis. Par exemple, nous avons une stratégie, la CEDEN, la contribution nationale déterminée. Nous avons commencé depuis un temps, on avait lancé les réformes qui sont lancées dans plusieurs
secteurs qui affectent l'utilisation de l'espace physique du pays, des secteurs qui sont à incidence spatiale, qui utilisent l'espace physique du pays, qui ont quand même une influence sur la forêt, nous aurions quand même voulu que les problèmes de financement soient réglés. C'est le plus important, madame. C'est le plus important. Nous avons une population, par exemple, dans la population congolaise, nous avons pratiquement 70% de la population qui vit des activités primaires, et notamment du secteur agricole. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui demander à cette population-là de protéger la forêt, de préserver la forêt, alors que ces populations ne dépendent que de ces forêts, s'il n'y a pas des activités, s'il n'y a pas des activités alternatives. Le plus important, c'est le problème des financements. Nous voulons bien, nous sommes aujourd'hui appelés pays solutions, nous les voulons bien, mais si les pays industrialisés voudrait que nous puissions continuer à protéger, à préserver nos forêts, nous avons quand même besoin d'un financement conséquent pour que nous puissions quand même orienter des activités alternatives de toutes ces populations qui vivent en milieu rural, qui ne dépendent que totalement des activités qui sont en lien avec la forêt. Alors, vous avez donné le ton, hein. Effectivement, nous allons revenir un peu plus tard sur cette question, notamment avec Adama Mariko, mais pas seulement. J'aimerais me tourner vers Monsieur Mastrogeni. Alors, vous représentez l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, en qualité de secrétaire général délégué. Peut-être en propos liminaire, pourriez-vous nous rappeler globalement quel est le mandat de cette UPM pour commencer, ouvrir un petit peu... avant de rentrer dans le vif du sujet sur vos attentes au niveau de la COP, Monsieur Mastrogeni. L'Union pour la Méditerranée est une organisation intergouvernementale avec 43 membres. C'est les États de l'Union européenne et tous les autres États autour de la Méditerranée. Nous sommes la seule organisation qui a un mandat sur la région méditerranéenne au complet. Et c'est la raison pour laquelle on était à la COP. Parce que dans les mécanismes des Nations Unies, cette région qui est un cas à part à l'intérieur de la question climatique est partagée entre 3 groupes de négociation. Donc, on risque que l'unité de ces problèmes soit un peu oubliée. D'accord. Alors, cette année, vous aviez un stand, vous aviez une représentation à Sharm el-Sheikh. La région méditerranéenne est particulièrement touchée par la sécheresse. Est-ce qu'on peut avoir en chiffres, finalement, quelques indications sur les principaux impacts de ce dérèglement climatique dans cette région-là, Monsieur Mastrogeni ? Oui, alors, si c'était que la sécheresse, ce serait relativement simple. Le vrai problème n'est pas une dynamique ou l'autre si elle est constante et prévisible, parce qu'il faut dépenser de l'argent et on s'y prépare. Le vrai problème, c'est que le climat de notre époque est complètement déréglé. Étant déréglé, il est imprévisible, mais s'il est imprévisible, on ne peut pas organiser la société humaine. Pour le mettre de façon très simple, comment on peut faire pour décider quand on sème les champs si on ne sait pas quand il va pleuvoir. Donc, si c'était qu'une sécheresse prévisible et continue, ce serait d'une certaine façon quelque chose qu'on peut résoudre. La Méditerranée est la 2e région au monde pour vitesse de réchauffement. Les eaux de la mer Méditerranée sont celles qui se réchauffent le plus vite. Alors, la Méditerranée a été, disons, un peu la fortune de la région, la mer, parce que elle exerçait une fonction stabilisatrice. L'excès de chaleur de l'été était absorbé par la mer et était restitué à l'atmosphère pendant l'hiver, ce qui faisait que le climat était particulièrement doux et surtout prévisible. Ce n'est pas par hasard que la révolution agricole, la plus importante des révolutions dans l'histoire humaine, a commencé dans cette région. Parce qu'il y avait la prévisibilité. On ne pense pas à organiser le territoire si on ne sait pas quand la nature fait certaines choses. Mais une mer qui a tellement d'énergie absorbée inverse sa fonction. Le stabilisateur devient un moteur de chaos et de violence du climat. Alors, pour venir à des choses plus concrètes, si je commençais à faire la liste des impacts négatifs associés à ces 2 mesures, ça me prendrait 2 jours seulement pour énoncer la liste. Alors, j'en cite 2. 250 millions de personnes en scarcité hydrique dans une quinzaine d'années. Et
On peut bien apprécier ce que ça peut vouloir dire pour la stabilité de la région, ou une montée du niveau de la mer qui est le plus rapide au monde, jusqu'à 1 mètre avant la fin du siècle, une vingtaine de centimètres dans une quinzaine d'années. Une vingtaine de centimètres, si on les visualise, ça ne fait pas peur. Peut-être on pense à la fragilité de certaines villes côtières comme la merveilleuse Venise, mais ce n'est pas un problème de eau qui recouvre la terre. C'est plutôt un problème de eau salée qui rentre à l'intérieur des terres côtières. Les Romains disaient que si on voulait subjuguer quelqu'un, le dominer, il fallait le battre en bataille. Et si on voulait jamais en entendre parler, il fallait éparpiller du sel sur leurs champs. De l'eau salée qui rentre dans les terres côtières, ça veut dire que les stérilise. Et plus que 40% de la production agricole en Méditerranée se passe sur les côtes. Il y a aussi des endroits qui sont particulièrement délicats. Par exemple, le delta du Nil. Une vingtaine de centimètres de montée de la mer Méditerranée vont saliniser le delta du Nil en mettant complètement en danger la sécurité alimentaire d'un pays qui a 120 millions d'habitants. Alors, tout ça n'est pas partagé entre les 3 groupes de négociation. C'est une dynamique commune qu'il faut porter à l'attention de la COP, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres populations, d'autres communautés plus exposées. C'était le cas des îles, dont le CRI a été extrêmement utile pour faire avancer la négociation. Et c'est pour ça qu'on est à la COP. Mais on est à la COP aussi pour proposer des solutions, mais peut-être on parlera de ça. Absolument. Dans un deuxième temps, on va revenir sur les propositions, les solutions que vous avancez et que vous portez dans le débat international. Merci beaucoup pour cette première intervention. Monsieur Ben Alima, alors, donc vous représentez notre partenaire du jour, Huawei. Quel rôle peut jouer un groupe, une multinationale comme Huawei sur toutes ces questions de dérèglement climatique, ou quelles solutions peuvent-elles apporter? Je pense notamment en matière de décarbonation. Alors, bonjour tout le monde, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui, surtout pour traiter d'un sujet qui est de très grande importance, parce que la lutte contre le changement climatique devient une des plus grandes priorités de notre époque. C'est aussi notre préoccupation et aussi notre ligne stratégique en termes de développement de nos produits. Moi, je voudrais aborder ce sujet selon un autre angle de vue, parce que le changement climatique, de façon générale, ce sujet doit être traité suivant plusieurs facettes, parce que tout le monde doit contribuer à la lutte contre ce phénomène. Et nous, en tant qu'acteurs dans les technologies de l'information et de la communication, on a notre rôle aussi, et je vais m'exprimer dans ce sens-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train aussi de vivre une certaine transformation numérique qui touche tous les secteurs de notre vie, surtout le secteur économique, parce que le numérique maintenant devient le plus gros moteur de croissance économique. Et du coup, il y a une augmentation d'usage d'électricité dans le monde, et du coup aussi une augmentation d'émissions de carbone. Et c'est dans ce sens-là que Huawei vient avec des solutions, avec des principes d'implémentation qui sont orientés vers. Donc, dans toutes les activités qu'on fait, à travers les équipements qu'on met pour assurer la communication entre les gens, on essaye vraiment d'introduire ce principe-là. Je vous donne des exemples. Par exemple, maintenant, on parle de la technologie 5G. Eh ben, à travers des nouvelles solutions qu'on a développées, on a pu développer ce qu'on appelle des antennes vertes, des antennes 5G vertes qui peuvent couvrir plus avec une diminution de la puissance de transmission qui peut aller jusqu'à la moitié, ce qui engendre une diminution de consommation d'énergie qui peut baisser jusqu'à 30%. Et ça, on le voit, sachant que, je rappelle que la 5G peut permettre des débits 30 fois plus importants que la 4G, qui est la technologie précédente. Donc, du coup, on a un certain ratio qui s'appelle bits per watt, ça veut dire combien de débit qu'on donne par rapport à l'énergie consommée, qui est en train de diminuer drastiquement. Et c'est notre vision des choses, parce que la consommation du numérique, elle est en train d'augmenter, et nous, on a la responsabilité de diminuer la consommation d'énergie, d'où l'émission carbone. Un autre exemple aussi, par exemple en Éthiopie,
Je parlerai des solutions télécom qui sont autonomes en termes de production d'énergie verte. En Éthiopie, on a installé plus que 400 sites mobiles, donc de technologie mobile, qui peuvent couvrir donc une population qui est un petit peu éloignée, qui n'est pas électrifiée, et ce qui a permis d'éliminer une consommation de 12 millions de litres de diesel. Donc ça, c'est un petit exemple dans un seul pays, mais imaginez un petit peu l'impact dans tous les pays du monde, là où on utilisait des générateurs diesel avant. Maintenant, avec ces solutions-là, on produit de l'énergie verte et on permet à la population surtout d'être connectée. Aussi, je parlerai des centres de données, des data centers, parce qu'ils sont pointés du doigt en étant des produits très énergivores. C'est vrai que la consommation des data centers, elle était en pleine croissance donc dans la période précédente, mais on a aussi développé des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui font un meilleur usage de la consommation d'énergie et surtout lors du refroidissement, parce que les centres de données, ils consomment beaucoup d'énergie pour se refroidir. Donc, du coup, on a développé des technologies qui s'appellent auto-cooling, qui vont refroidir tout ça, et on a des économies qui peuvent aller jusqu'à 70% d'économie d'énergie. Et le dernier exemple que je voudrais développer, c'est aussi la production de l'énergie solaire, parce qu'en Afrique, il y a un vrai potentiel, il y a un ensoleillement extraordinaire, donc il y a un vrai potentiel en Afrique, et Huawei contribue énormément à ça, parce que on est le leader mondial dans tout ce qui est onduleur. C'est la partie intelligente qui transforme l'énergie solaire en énergie électrique. Et d'ailleurs, en quelques chiffres, entre 2013 et 2020, nous avons expédié dans plus que 60 pays et on a permis la génération d'une capacité électrique allant à 160 gigawatts et ce qui représente à peu près 300 milliards de kilowattheures d'électricité verte. Donc, sur ça aussi, on contribue énormément. Et de façon générale, notre vision des choses, c'est d'avoir des produits verts avec beaucoup moins de consommation et qui sont au service de la population. Donc ça, c'est pour la partie ICT. Mais tout à l'heure, je parlerai aussi de l'impact du numérique dans tous les secteurs et comment le numérique peut être un moteur de décarbonisation de tous les secteurs économiques. D'accord. Merci Adnan Belanima pour cette première intervention. Monsieur Marico ? Alors, c'est vrai que notre panéliste du jour, qui nous vient de République démocratique du Congo, a évidemment posé le doigt sur la question de cette COP sur les financements. Vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous représentez l'AFD, le groupe Agence française de développement. Vous êtes le secrétaire général du FIX, le Fonds Finance en commun. C'est une initiative relativement récente qui a été lancée pour mobiliser un maximum de fonds verts, en particulier en direction des pays du Sud. Peut-être en quelques mots, pourriez-vous revenir un peu sur cette initiative, le Fonds Finance en commun, dont le dernier sommet a eu lieu d'ailleurs il y a quelques semaines à Abidjan, Monsieur Marico. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Et effectivement, je prendrai aussi la seconde pour féliciter la République démocratique du Congo. Il y a que 24 pays qui ont transmis à ce jour leur contribution nationale déterminée depuis 2020. Donc c'est un plaisir de voir que des pays africains prennent le lead là-dessus et démontrent en tout cas un engagement vers une transition énergétique et climatique plus durable et plus juste. La troisième édition de Finance en commun. Donc Finance en commun, c'est à mon avis, c'est l'une des initiatives les plus courageuses que des banques publiques de développement ont prises pour apporter des solutions à la question climatique. Donc c'est une initiative qui a été lancée en 2020. Cette année, on a eu la première édition en Afrique, continent qui a également accueilli la COP, où les 520 banques publiques de développement au monde ont souhaité justement se mobiliser pour aussi déterminer leur rôle, en tout cas sur les apports de financement, là où effectivement la COP, c'est d'abord un endroit où les États se parlent, bien sûr dans le système des Nations Unies. Donc ce qu'on souhaitait exprimer là, c'est que les banques publiques peuvent apporter une contribution et qu'elles sont également une solution
dans la massification des financements pour le climat, pour la biodiversité et bien sûr pour beaucoup d'autres sujets qui concernent le développement national. Pourquoi je parle de massification? Les Nations Unies estiment, avec d'autres bien sûr aussi dans le rapport du GIEC et autres, le besoin annuel pour régler la question climatique et développer une économie de bas carbone à entre 4 et 6 trillions, donc 4 et 6 milliards, oui, c'est ça, c'est millions de milliards milliers de milliards, pardon, par an pour apporter des solutions financières. Bref, c'est tellement des gros chiffres qu'on a du mal à les saisir. Donc tout ça pour dire que donc c'est pas uniquement les États qui peuvent le faire. Ou alors que le secteur privé, parce que souvent le débat se fixe là. On dit les États faites et les États disent que fait le secteur privé également. On va aussi mettre des lois pour forcer le secteur privé à faire sa transition. Entre les deux, il y a les banques publiques. Il y a les banques publiques de développement qui sont pas que des banques internationales comme la Banque mondiale ou l'AFD. Il y a également des banques nationales qui travaillent pour leur pays. En Afrique, il y en a effectivement que l'on connaît bien. Celle d'Afrique du Sud fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce que au niveau national, elle supporte aussi ce partenariat sur la transition juste, où la Banque nationale du pays est impliquée et fait réceptacle en tout cas pour développer les gros investissements de transition. On a également des banques en Asie. L'Indonésie, par exemple, on l'a vu dans le cadre du G20, a désigné sa banque nationale comme étant aussi le partenaire majeur avec lequel il faut travailler pour les investissements majeurs. Donc ces banques-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement? Si je prends le cadre de l'AFD, l'Agence française de développement, on a fixé dans notre stratégie quelque chose de très clair. 50% de nos financements doivent avoir un co-bénéfice climat. Donc en 2021, ça a fait 6 milliards d'euros. Donc en gros, sur l'engagement de la France à contribuer à la finance de l'atténuation, donc les 6 milliards que développe l'AFD, c'est quelque chose de très impactant. Mais effectivement, l'AFD ne règle pas seule un besoin de 100 milliards par an qui a été fixé depuis 2009 à Copenhague. Mais en tout cas, on voit que déjà des banques peuvent apporter cet impact-là. Si on élargit un peu le spectre au-delà de banques qui ressemblent à l'AFD, on prend, nous, ce qu'on a dans Finance en commun, il y a un club de banques, 27 banques, incluant des banques africaines d'ailleurs, qu'on appelle le club IDFC. Donc ce club-là, en fait, dans ces 25 banques, elles apportent 224 milliards de financement par an. 224 milliards, c'est beaucoup. Si on rajoute à ces 27 banques, par exemple, les banques multilatérales qui, elles, font 81 milliards de financement annuel, on voit déjà qu'on est dans Finance en commun, déjà la contribution des banques publiques dépasse les 300 milliards. Seulement, on pense qu'en fait, on peut aller encore plus. D'abord parce que les banques publiques peuvent mobiliser d'autres acteurs tels que le secteur privé, les banques du privé, mais aussi on peut juste se fixer un objectif. Si, en moyenne, toutes les banques publiques font 20% de leur financement, alors je dis en moyenne, parce que par exemple, l'AFD est déjà à 50%, d'autres à 0%, mais si en moyenne, toutes les banques mettent 20% de leur financement annuel dédié à la finance climat, c'est au minimum 500 milliards de dollars par an de financement qu'on apporte dans la solution et des besoins de 4 trillions. Donc voilà, vraiment, je pense que ça, c'est un message important sur la nécessité de passer à l'échelle, mais effectivement, sur les réalisations des banques publiques, on peut en citer beaucoup, mais on aura l'occasion de développer plus tard, je pense. Alors, Adama Mariko, vous dites qu'on pourrait mobiliser une partie des fonds, mais une partie qui ne couvrirait pas ces milliers de milliards que nécessite justement cette transition climatique chaque année. On fait comment pour mobiliser le reste? Comment ça se... Effectivement. Enfin, déjà, je pense que c'est à tous les niveaux. Faut pas voir que les banques publiques, les États font des efforts. Et je pense que si cette COP, d'ailleurs, si toutes les COP ont semblé décevantes, c'est qu'une promesse prise en 2009 n'est toujours pas respectée. On n'est toujours pas à 100 milliards apportés par les pays développés vers les pays en développement. Si cette année, il y a peut-être une petite partie de réjouissance
on peut l'estimer. Et je pense qu'il y a aussi ce que disait M. Luando tout à l'heure sur le fait que des pays développés doivent aussi prendre l'engagement alors, d'aucuns on peut l'appeler réparation, d'autres peuvent parler de système assurantiel où on vient couvrir un risque de crise. Mais seulement, ça manifeste que, par exemple, si on prend le continent africain, il y a 3 injustices là-dedans. La première, c'est qu'en fait, c'est le continent qui pollue le moins. La deuxième, c'est que c'est aussi celle qui subit potentiellement autant que les autres, mais en tout cas une grande partie des crises, que ce soit des forêts qui brûlent, l'eau qui monte, etc., les inondations et autres. Et 3, c'est celle qui reçoit le moins de financement climatique. Pour moi, c'est pas tant un sujet de quantité. Le volume, déjà, quand on parle entre 4 et 6 trillions par an, je veux dire, entre 4 et 6 trillions, ce n'est que 2 trillions. C'est énorme déjà. Donc, pour moi, c'est pas tant la fiabilité des chiffres ou la largeur des chiffres. C'est beaucoup. Et c'est tellement beaucoup que c'est vertigineux. Je pense qu'il faut déjà commencer par la qualité des financements. Et donc, aujourd'hui, orienter ne serait-ce que la capacité financière des banques publiques, ce que je disais tout à l'heure, c'est 2,5 trillions par an que les banques publiques font en financement, ne serait-ce que demander aux banques publiques, parce que c'est les États qui sont à la tête de ces banques publiques, d'orienter leur financement en clarifiant leur mandat, en leur demandant également au niveau national d'aller plus vers des finances en co-bénéfice climat, une finance qui préserve la biodiversité et une finance qui priorise l'adaptation. Je pense que c'est un premier niveau de réussite, c'est de transformer le système financier, sa capacité actuelle déjà, vers quelque chose de plus positif pour le climat et les populations. Et après, effectivement, il y a les financements additionnels. L'argent ne s'invente pas. C'est qu'une question de priorité, hélas. Mais faut savoir que c'est pas facile. Il y en a qui y travaillent. Absolument. Alors, bon, je vais faire rebondir Monsieur Nwongo, justement, depuis la République démocratique du Congo, sur ce que vient de dire Monsieur Mariko, parce qu'effectivement, il a été beaucoup question lors de cette COP de réparation et de qui va payer les dommages occasionnés par les pays les plus industrialisés. Alors, à l'issue de cette COP, un fonds a été acté. Maintenant, on ne sait pas encore très bien qui cotisera et à quelle hauteur. Évidemment, les regards se tournent vers les principales puissances d'aujourd'hui. On pense à la Chine, qui a une empreinte carbone importante, mais qui, pour autant, n'est pas la principale responsable de tout ce qu'on peut observer en termes de dérèglement climatique aujourd'hui. Donc, il y a eu énormément de débats autour de qui doit financer quoi. Qu'est-ce que, depuis Kinshasa, comment est-ce que vous avez vécu ces débats autour des responsabilités des uns et des autres et qui va payer la facture de cette transition climatique ? Monsieur Nwongo, alors vous avez commencé à en parler tout à l'heure en début d'intervention, mais de quelle façon est-ce que la délégation du Congo, quels étaient ses arguments pour faire valoir aussi un droit finalement à une forme de solidarité climatique internationale eu égard aux impacts enregistrés dans le pays? On vous écoute. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord revenir sur le fait que la RDC dispose aujourd'hui d'un important massif forestier. Je pense que c'est une évidence, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Et les forêts de la RDC avec les tourbières, c'est qu'est serait l'équivalent de 10 millions de tonnes de CO2. Alors, par rapport à ça, l'argument de la RDC, nous avons quand même des initiatives que nous sommes en train de mener dans le cadre du changement climatique. Nous avions, il y a quelques années, le pays a lancé des réformes. Nous étions en train de travailler dans le cadre de l'atténuation au changement climatique. Il y a eu des réformes qui ont été lancées dans le secteur agricole.
des réformes qui ont été menées dans les secteurs de la forêt, dans le secteur minier, dans le secteur de l'aménagement du territoire. Et toutes ces réformes, la mise en œuvre de toutes ces initiatives qui sont des mesures allant dans le sens de la protection de la forêt nécessitent vraiment des moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas nous considérer comme pays solution. On nous appelle pays solution compte tenu de notre capacité, la capacité de nos forêts et des tourbières dont disposent nos forêts pour la séquestration des carbone, mais il faut aussi en compensation. Je pense que nous avons fait un plaidoyer pour dire que aujourd'hui, si nous assistons à une pression anthropique accrue sur les ressources naturelles en général et les ressources forestières en particulier, c'est parce que nous avons une population qui est extrêmement pauvre, une population qui vit, qui ne dépend que des ressources naturelles, qui ne dépend que de la ressource forestière. Et en compensation, pour que si nous voulons continuer à protéger la forêt, qui est quand même un patrimoine mondial, un patrimoine de l'humanité, il nous faut en compensation que nous ayons quand même des initiatives. Qui est des alternatives, madame? Aujourd'hui, on ne va pas demander à une population, à quelqu'un qui ne dépend que, par exemple, de ses activités agricoles, qui ne dépend que, par exemple, des ramassages. On ne va pas lui demander aujourd'hui de dire non, protège la forêt, il ne faut pas faire la coupe des arbres, il ne faut pas exploiter abusivement les forêts s'il n'a pas d'autres activités compensatoires. Et pour y parvenir, nous avons besoin d'un financement. Jusque-là, nous travaillons dans le cadre de l'atténuation. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'associer les initiatives allant dans le sens de l'atténuation au changement climatique et aussi des activités allant dans le sens de l'adaptation au changement climatique. Et pour y parvenir, nous avons besoin, et c'est un plaidoyer, Madame Tina. J'aimerais bien vous faire réagir sur un point qui a été évoqué par Adnan Ben Alima un petit peu plus tôt sur l'empreinte carbone des nouvelles technologies. On le sait, il y a énormément de ressources minières en RDC. Je pense notamment au cobalt qu'on va retrouver à peu près partout dans nos objets du quotidien, à commencer par les smartphones. Il me semble que vous avez réglementé il y a quelques années pour augmenter les taxes parce qu'en fait, ces métaux rares qui sont là sont source aussi d'un certain nombre d'impacts environnementaux. Donc, à la fois, il y a ce besoin, effectivement, d'accompagner, mais comment on fait concrètement par rapport à ça, qui est une source de richesse pour le pays? Comment on fait pour cumuler, justement, cette croissance économique avec les contraintes et les impératifs environnementaux? Oui, madame, nous concilions, je pense que dans le secteur minier, nous avons le code minier. Et le code minier prévoit quand même, s'il y a pour toute activité sur l'espace physique du pays, nous prévoyons quand même qu'il y ait les études d'impact environnemental et social avant la mise en œuvre d'un projet sur terrain ou avant la mise en œuvre. Dès qu'un investisseur vient, par exemple, dans les secteurs miniers, même dans les secteurs des infrastructures, lorsqu'on veut, par exemple, construire une route, nous faisons un effort. Je pense que les pays disposent d'un arsenal juridique important pour la protection des forêts et pour la protection de l'environnement de façon générale. Lorsque un investisseur vient et qu'il veut travailler dans les secteurs miniers, il y a les codes miniers qui présentent quand même un cahier des charges à remplir. Il y a les études d'impact environnemental et aussi au niveau des politiques publiques qui sont élaborées, des politiques publiques qui peuvent avoir des incidences sur l'utilisation de l'espace, qui peuvent avoir des incidences sur les considérations environnementales. Il y a les études environnementales et les études environnementales stratégiques qui sont prévues dans le cadre des politiques publiques qui sont élaborées. Donc, nous faisons quand même un effort. Il y a ces besoins-là. C'est une question très importante, madame, de pouvoir concilier la croissance économique d'une part et d'autre part la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, dans toutes nos politiques aujourd'hui, telles que je vous l'ai dit, on prévoit les études d'impact environnemental et social pour la mise en œuvre des activités, la mise en œuvre des projets sur terrain. Nous prévoyons quand même des évaluations environnementales, sociales et stratégiques. Ça, c'est prévu pour que nous puissions concilier
la croissance économique et la question de la préservation des écosystèmes forestiers et la question environnementale de façon générale. Très bien, merci beaucoup. Je retourne vers Monsieur Mastrogeni. Monsieur Mastrogeni, vous êtes arrivé à la COP avec un certain nombre d'attentes, d'exigences. Lesquelles étaient-elles? Et puis, in fine, quel est votre regard sur les conclusions de cette déclaration de Sharm el-Sheikh? Le regard est objectif. Il a été largement discuté ces 2 derniers jours. Moi, je voulais juste, disons, d'abord souligner comme la dynamique africaine est étroitement liée à la dynamique de la Méditerranée. Le côté sud de la Méditerranée, c'est déjà de l'Afrique. Alors, disons que les poussées à la déstabilisation qu'on a ne sont pas seulement endogènes, mais s'enclenchent avec tout ce qui arrive en conséquence de la désertification dans la région du Sahel et tout le reste. Aussi, je voulais vous dire à propos du fonds d'indemnisation, je voudrais un peu mettre en garde sur le danger de l'interpréter comme un instrument d'ordre éthique, de compensation historique, etc. Le vrai raisonnement est un autre, c'est-à-dire que on est dans un monde interconnecté où il y a des communautés qui sont plus fragiles, notamment en Afrique, mais pas seulement. Alors, ces communautés qui déjà font l'expérience d'impact aggravé du climat risquent de se déstabiliser. Le nord du monde pourrait regarder ça en se disant on est triste que c'est de nouveau à leur tour, on va essayer de les aider. Ça, c'est peut-être bien, mais c'est pas fonctionnel. Le raisonnement à faire, et je crois que c'est le vrai raisonnement derrière le fonds de compensation, c'est que si ces communautés collapsent, elles peuvent plus s'occuper de leur environnement. Mais on a un défi commun, c'est de rester en dessous d'une augmentation de la température de 2 degrés, au-delà de laquelle on est vraiment dans un territoire inconnu. Et on sait que quantitativement, c'est impossible de rester en dessous de 2 degrés si tout le monde ne participe pas au défi. Les économies industrialisées contrôlent plus ou moins 70% du volume économique, mais les pays en voie de développement contrôlent plus que 70% des territoires. Alors, s'ils ne sont pas en condition de les gérer d'une façon durable, c'est évidemment tout d'abord leur problème, leur tragédie, mais c'est aussi l'impossibilité pour le monde de se sauver. Donc, je voulais souligner ce côté plus fonctionnel, éthico-juridique de la notion de compensation d'aide. En venant, nous, on n'a pas, disons, bâti un pavillon à la COP seulement pour dénoncer la situation d'exposition et fragilité grave de la région méditerranéenne en soi. D'abord, c'est un problème qui n'est pas seulement régional, c'est un problème global, parce que sur la Méditerranée, il y a la convergence des intérêts de 3 continents. C'est au carrefour de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Mais c'est aussi un endroit d'expérimentation un peu particulier. C'est-à-dire que la Méditerranée est une mer de civilisation, mais elle n'a jamais été une mer de paix. Et c'est ça qui rend la situation très dangereuse. C'est une mer asymétrique. Il y a des riches et des pauvres. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Donc, le même impact sur une communauté homogène, ça a des conséquences. Mais sur une communauté comme celle-ci, ça risque de déclencher de l'instabilité et des conflits. Mais ces différences qui sont très aiguës autour de la Méditerranée ont aussi été historiquement la raison d'une certaine incompréhension, de conflits, etc. Ce qu'on découvre en faisant face à la crise climatique, c'est que la différence, à vrai dire, c'est une richesse. Je vous fais un exemple. L'Europe veut décarboniser en 2050. Bon, c'est quantitativement impossible sans compter sur le potentiel solaire du rivage sud. Mais le potentiel solaire du rivage sud ne peut pas se développer complètement seulement en misant sur les marchés internes. On a besoin d'élargir le marché aussi pour constituer la base financière. Donc, on a une complémentarité. Il y a énormément de secteurs où le climat nous dit pratiquement utilisez vos différences comme une source de richesse, non pas comme une source de division. Et j'en cite un autre qui est un peu immatériel, mais je trouve qu'il est fondamental, que c'est
la notion qu'on est en train de développer en Méditerranée sur un chapitre qui a été même intense dans les négociations climatiques. C'est le technology transfer. Il y a des problèmes sur le technology transfer parce qu'on a tendance à le considérer comme le cadeau des plus beaux, riches, avancés, généreux en faveur des autres. Mais c'est une erreur. C'est quoi la technologie? La technologie ne doit pas nécessairement être une technologie industrielle ultime génération. La technologie, c'est le savoir-faire. Alors, le sud de l'Europe, dans une dizaine d'années, va probablement avoir le même climat que le nord de l'Afrique a eu pendant des milliers d'années. Qui sait comment gérer ce genre de climat? Pas nous. C'est au sud. Un exemple, si on va le long de la voie de la soie, on trouve souvent des édifices un peu bizarres, à forme de cône. Ils s'appellent yakchal, ça veut dire frigidaire en persan. Ils ont une caractéristique. Ils étaient utilisés par les caravaniers pour déposer les denrées périssables. Même si dehors il fait 55 degrés, à l'intérieur la température est constante, entre 0 et moins 4 degrés. Consommation d'énergie électrique zéro, qui doit apprendre de qui? C'est ça qu'on est en train d'expérimenter sur le terrain en Méditerranée, et c'est notre message non seulement à la Méditerranée, mais à la COP tout entière. Si on commence à raisonner sur la diversité en termes de richesse plutôt qu'en termes de division, on a non seulement une chance de faire face à la crise du climat, mais en passant, sans s'en apercevoir, on va bâtir le genre d'économie qui est la base de la paix, c'est-à-dire ce que l'humanité n'a jamais vraiment atteint. Merci beaucoup pour cette contribution très intéressante. Monsieur Ben Alima, j'aimerais revenir vers vous et comprendre de quelle façon Huawei peut être peut générer des nouvelles initiatives, notamment en termes de mesure des empreintes carbone. Il me semble que récemment, vous avez participé à l'élaboration d'un nouvel indicateur qui permet de mesurer la réduction des GES, des gaz à effet de serre. De quoi s'agit-il exactement, monsieur Ben Alima? Alors, merci pour la question. En fait, c'est vrai que, de façon générale, avant de répondre à la question, si on veut quantifier l'impact carbone, si on veut vraiment parler de mesures réelles, il nous faut un standard pour pouvoir mesurer ça. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, parce que tout le monde a la bonne volonté. Je pense que tous mes collègues sur le panel, ils ont évoqué le sujet selon plusieurs angles de vue, d'accord? Et je pense qu'il y a une volonté commune à l'échelle mondiale d'aller dans cette direction-là, mais il nous faut des choses palpables maintenant. Il nous faut des outils réels qui nous permettent de mesurer l'état d'avancement et faire des milestones réels sur terrain. Et du coup, Huawei, avec l'ITU, donc avec l'International Telecommunication Unit, on a développé un standard. Donc c'est un outil qui s'appelle Network Carbon Intensity Energy, ou NCIE. C'est un indicateur qui permet de mesurer les impacts carbone des infrastructures des TIC, des technologies de l'information et de la communication, et pouvoir mesurer ça, nous donne l'opportunité de pouvoir améliorer à fur et à mesure l'impact carbone de ces équipements-là. Donc que ce soit pour le secteur en soi et aussi pour les autres secteurs, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique maintenant devient le moteur de toutes les industries, donc tous les secteurs économiques, et on parle d'ailleurs d'effets de enabling effect, parce que le numérique maintenant peut aussi permettre aux autres industries d'améliorer leur efficacité, d'améliorer leur mode d'opération, pour avoir aussi un impact carbone moindre. Et grâce à ces technologies-là, je parlerai notamment de l'intelligence artificielle, de data analytics, donc l'analyse des données, des clouds, de la 5G, etc. Donc la combinaison de tous ces facteurs-là peuvent vraiment aider tous les autres secteurs à améliorer leur impact carbone. Et je peux vous donner quelques chiffres. Par exemple, les produits développés par Huawei jusqu'à 2020, en termes de production d'énergie verte et en termes de réduction de consommation d'énergie, on est arrivé à une réduction totale de 273 milliards de kilowattheures, ou une diminution d'émissions de CO2 à l'ordre de 170 millions de tonnes, ce qui est équivalent presque à planter à 220 millions d'arbres. Et ça, c'est des chiffres réels, hein, parce que maintenant, le numérique, il est vraiment, il est dans
tous les secteurs de notre vie. D'ailleurs, selon un rapport donc du Global Enabling Sustainability Initiative, selon McKinsey, donc le numérique, il permet d'optimiser jusqu'à 5 fois et demi l'usage de l'électricité, donc du coup de l'émission carbone, que ce que lui on émette. Et d'ailleurs même il y a d'autres acteurs comme Accenture, et ils mettent ça à 10 fois plus. Donc encore une fois, notre message à nous, notre vision à nous, c'est de faire un bon usage du numérique comme étant un moyen à tous les secteurs de pouvoir optimiser leur consommation d'électricité, avoir avoir moins d'impact sur l'émission carbone, et on peut décliner ça dans tous les secteurs et tous les scénarios possibles. Et Huawei contribue énormément à ça. Et l'une des initiatives, comme vous avez dit, c'est pouvoir quantifier ça réellement avec un standard unifié pour pouvoir dans quel sens on peut évoluer. Il sera mis en place quand ? Il est déjà approuvé depuis le mois d'octobre, donc depuis le mois dernier. Donc c'est approuvé par l'ITU, et maintenant ça devient un standard que tout le monde peut utiliser comme étant un indicateur réel pour voir dans quelle mesure on va avancer dans la période à venir. Très bien. Monsieur Marico, je reviens vers vous parce que je sais que vous êtes arrivé à la COP de Sharm el-Sheikh avec un certain nombre de solutions à proposer, et notamment la réattribution d'une partie des DTS, des droits de tirage spéciaux pour les banques publiques, justement. Est-ce qu'il en a été question ? Finalement, qu'est-ce que le FIX a pu porter comme message et prendre et faire accepter plus ou moins dans les débats de cette COP 27 ? Non, mais merci beaucoup. D'abord, pour rebondir sur les propos de M. Mastroianni tout à l'heure, je pense qu'il est vraiment important de considérer aussi ces sujets de loss and damage, de pertes et dommages, et comme en tout cas un sujet qui n'est pas dans la responsabilité émotionnelle. Voilà. Là, en l'occurrence, sur ces discussions-là, c'est tellement compliqué aussi entre États qu'il faut pas tomber dans l'exact inverse, où on reprocherait, par exemple, demain à des États, alors même qu'on sait qu'il y a des besoins, je pense, de prendre des conditions pour l'adaptation, qu'un État qui le prendrait pas se retrouverait indexé parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, par exemple, sur les 20 ou 30 dernières années. Donc, je pense qu'au-delà du fait qu'il y ait des États riches qui contribuent, faut le voir en tout cas comme un système assurantiel qui permettra en tout cas d'investir dans des projets utiles. Et donc moi, le seul ajout que je peux y faire, c'est que faut que ces fonds soient à la hauteur de l'enjeu, quoi. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faudrait continuer à appeler de nos vœux. Au-delà de ça, sur la question que vous apportez, je pense que c'est davantage une question de comment on organise le système financier international et comment on s'assure que l'architecture financière peut sortir du dogmatisme et de la soit de simplicité ou complexité dans laquelle elle est aujourd'hui. En tout cas, faut trouver des solutions nouvelles, des solutions innovantes qui permettent de rediriger les flux de façon pragmatique. Aujourd'hui, vous avez toute cette question sur l'utilisation des DTS. Les DTS, c'est un moyen monétaire à travers les FMI, où des pays peuvent imprimer de la monnaie et adresser ça soit à des besoins d'équilibre budgétaire ou d'investissement. Ce que l'on dit, c'est que il faut que dans ce dispositif, des banques publiques puissent jouer un rôle, notamment de redirection des flux vers des pays en développement, vers des continents aussi qui en ont besoin, tels que l'Afrique, avec là aussi des DTS qui peuvent être redirigés à travers la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou autres banques multilatérales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez 1 euro dans le budget d'un État, c'est 1 euro. Quand vous mettez 1 euro dans une banque, en renforçant par exemple ses fonds propres, vous avez la capacité de produire 4 à 5 euros de financement nouveau. Donc cette capacité de faire effet de levier
a été démontré par les banques, à l'heure où aussi la surface fiscale des États s'est fortement rétrécie, donc leur propre capacité à générer et à dépenser est beaucoup plus faible. Donc cet aspect-là, nous pensons que c'est utile, en tout cas, qu'on puisse l'apporter dans la discussion. Donc, est-ce que c'est à la COP ou pas qu'à la COP? Non, je pense que cette solution, on le dit vraiment partout. Et d'ailleurs, ça a été repris dans le cadre du G20, où là, le président Emmanuel Macron, avec d'autres qui l'ont soutenu dans la foulée, notamment aussi la première ministre des Barbades aussi qui s'est joint à l'appel, dire il faut organiser une conférence qui va parler de ce sujet, sur comment on revoit cette architecture financière internationale pour financer les projets prioritaires pour les pays en développement, pas que sur le sujet du climat, mais par exemple, ces DTS peuvent aussi être utilisés pour contribuer à ce fonds de Loss and Damage, par exemple. Donc, je pense qu'il faut voir le spectre comme une nécessité d'innover, de sortir du dogmatisme et de penser aux priorités du développement et de financement du développement durable. Très bien, merci beaucoup. Alors, le temps passe très très vite, on a encore beaucoup de questions, mais le temps qui nous est imparti est terminé, donc ça fera l'objet de nouveaux débats ultérieurs. On aurait voulu parler notamment de l'intelligence artificielle et du rôle de cette intelligence artificielle en matière de transition climatique avec notre partenaire du jour, ou de la biodiversité en RDC. Autant de sujets sur lesquels nous reviendrons lors de prochains rendez-vous. En attendant, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette table ronde qui était extrêmement intéressante, et à très bientôt sur latribuneafrique.fr.